Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis très honoré. Merci pour l'invitation du CDERL et notamment au docteur Émilie Legros-Lafarge. Donc je viens avec beaucoup d'humilité parce que je ne travaille pas spécifiquement sur la réhabilitation psychosociale. Moi, je suis plus sur la réhabilitation, la réadaptation même fonctionnelle. Et même davantage sur la prévention de perte d'autonomie. Donc on est sur la prévention de la perte d'autonomie fonctionnelle. Mais ce que je partage beaucoup avec vous, c'est toutes les problématiques associées aux interventions. Et comme vous, j'ai un public cible qui a des particularités. Alors là, il s'agit tout simplement, dans l'exemple que je vais prendre et qui va courir sur une bonne partie de la présentation, sur donc le vieillissement normal et pathologique. Donc l'autonomie, basiquement, on va le caractériser par être capable de se nourrir, s'habiller, se laver, utiliser les toilettes, se déplacer. Ça, c'est vraiment la base. Moi, je m'intéresse à un niveau un peu plus élevé. On va parler peut-être de l'activité instrumentale, donc des activités complexes de la vie quotidienne ou qui vont impliquer des capacités cognitives un peu plus élevées. Donc on va parler de traitements cognitifs de haut niveau, des fonctions exécutives. On évoquait tout à l'heure le lobe frontal, on est dedans. Et il se trouve que, là je vous ai mis un petit schéma à droite, là vous avez donc une étude qui était parue en 2020 dans The Lancet. Alors c'est en lien avec la démence, et ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez juste en bas à droite, là. Ils ont identifié que, dans cette étude, que 40% des facteurs de risque étaient des facteurs modifiables. En fait, les facteurs de risque de la démence, il y en a 40% qui sont liés à votre style de vie. Est-ce que vous faites de l'activité physique? Est-ce que vous alimentez bien? Est-ce que vous ne fumez pas? Est-ce que vous avez une activité cognitive riche? Et ça a donné l'idée, alors je dis l'idée, en fait, il y a d'autres études en parallèle depuis longtemps. On a des chercheurs qui ont identifié que justement, on n'était pas tous égaux face au vieillissement, face au déclin cognitif. Parce que là, j'ai pris l'exemple de la démence, mais il y a des stades intermédiaires, il y a les troubles cognitifs légers, et tout ça va avoir des coûts importants justement sur la dépendance. Et donc, lorsqu'on s'intéresse aux différents profils des gens, on se rend compte, assez parfois intuitivement, mais il a fallu mettre en place des recherches pour le prouver, eh bien que dépendamment de votre bagage, j'évoquais le style de vie au niveau alimentaire et de l'activité physique, mais aussi l'activité cognitive tout au long de votre vie, les loisirs, l'éducation, la profession, eh bien, ça va avoir un impact majeur sur ce qu'on appelle votre réserve cognitive, c'est-à-dire votre capacité à être à la fois résilient et en même temps à diminuer donc les symptômes du vieillissement normal et pathologique. Vous avez des stratégies, des ressources supplémentaires pour faire face au vieillissement. Alors là, il y en a eu plein de gens qui se sont dit c'est l'occasion de créer des interventions cognitives qui pourraient créer cette réserve cognitive tardive sur la base de faits qui sont corrects que tout au long de la vie, y compris même dans un vieillissement tardif, on maintient une certaine plasticité cérébrale. Donc on continue à être capable d'apprendre de nouvelles choses. Et donc l'idée, c'était de créer des interventions cognitives. Et même si vous sentez qu'il y a peut-être un mais à mon histoire, là il n'y en a pas. Et c'est vraiment une bonne chose de vouloir, comme pour arrêter le tabac, eh bien il faut, même quand on arrive à un âge assez avancé, continuer à faire beaucoup de choses. Surtout pas se retrouver inactif devant la télé. Seulement, le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'abus. Alors moi, ce que j'appelle les abus, c'est des programmes d'entraînement cognitif. Vous en avez tous entendu parler, les Dr Kawash, j'ai oublié le nom, mais sur Nintendo, là, on a aussi plein de programmes, Lumosity et compagnie, qui vont vous proposer de faire des exercices, tirer des tâches cognitives que nous, on utilise dans les laboratoires pour évaluer les différents processus cognitifs. Et en répétant l'activité sur ces tâches-là, l'idée était que on va augmenter les capacités. Autrement dit, je vous entraîne sur une tâche de mémoire de travail.
votre capacité à manipuler temporairement des informations, enfin, vous manipulez des informations que vous stockez temporairement. Typiquement, vous êtes en train de faire une division et vous devez avoir une retenue en tête, etc. Ça, c'est de la mémoire de travail. Ben, on vous en fait faire plein et ça va augmenter votre capacité de mémoire de travail. C'était ça le postulat. Et c'est très difficile d'aller tirer la part des choses dans ces interventions. Alors là, on est vraiment sur des aspects très spécifiques. Les exemples que vous avez ici, là, vous avez des tâches qu'on a créées nous-mêmes parce qu'on a voulu, quand j'étais en postdoc à l'Université de Montréal, j'ai envie de dire, tirer au clair ces questions-là. Donc on a pris les types d'entraînement les plus utilisés. Donc vous avez à gauche l'inhibition de réponse dominante ou automatique. La plus connue, c'est la tâche de Stroop. Vous savez, vous lisez un mot écrit jaune, mais il va être écrit dans la couleur d'encre rouge, par exemple. Et en fait, vous devez donner la couleur de l'encre et pas le mot qui a écrit. Seulement, vous avez tellement automatisé la lecture que bien, vous devez inhiber cette lecture automatique. Et donc, cette capacité à reprendre le contrôle, à ne pas se laisser embarquer dans des processus automatiques, eh bien, cette capacité-là décline avec l'âge. Et donc, on s'est dit, on va faire du Stroop aux gens et ça va améliorer leur capacité de contrôle. C'était ça l'idée, qui a été généralisée à plein de programmes d'entraînement et avec différentes tâches. Mais voilà, vous voyez le principe. Donc ici, on a créé, alors pas la tâche de Stroop, mais une autre tâche d'inhibition, mais sur le même principe. Et à côté, vous avez un autre entraînement qui est très commun, très utilisé dans les entraînements cérébraux. C'est donc une tâche de NBAC, c'est une tâche de mémoire de travail. Donc une tâche où vous allez devoir mettre à jour ce que vous avez stocké temporairement en mémoire de travail. Donc on vous donne des items qui apparaissent les uns après les autres. Il faut dire pour chaque item, rapidement, si c'est le même ou pas que le précédent. Et donc sans cesse, il faut mettre à jour ce que vous avez en mémoire de travail. C'est très fatigant, surtout quand vous arrivez au niveau 2 et que là, il faut dire si l'item que vous avez en face de vous est le même ou pas que l'avant-dernier, non pas le précédent, mais l'avant-dernier. Et vous pouvez même monter au niveau 3, c'est l'avant-avant-dernier. C'est extrêmement épuisant. C'est une tâche de mémoire de travail, et l'idée était, encore une fois, qu'en vous faisant travailler nuit et jour là-dessus, vous auriez une mémoire de travail absolument incroyable derrière. Dans l'étude qu'on a menée, on avait également un groupe contrôle, parce qu'il faut toujours un groupe contrôle, donc c'est un groupe contrôle actif. Là, c'était juste des questions de connaissances générales, ça ne sollicitait pas des processus exécutifs. On a fait cette étude-là, on a essayé de la faire la plus sérieuse possible. Parce que dans la littérature, il y avait beaucoup d'études qui montraient des effets positifs, mais qui, d'un point de vue méthodologique, étaient un peu critiquables. Donc, je vous ai parlé du groupe contrôle, c'est une première chose. Il y a l'autre aspect, c'est que c'était un essai contrôlé randomisé. Ce qui veut dire que les participants étaient aveugles à la condition dans laquelle ils y participaient, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres conditions à côté d'eux. Et les évaluateurs étaient aussi aveugles à la condition dans laquelle les gens participaient. On a également scanné chaque participant à 3 moments, donc c'était vraiment une très grosse étude. Alors même si ça n'impliquait que 130 personnes, il faut imaginer que chaque personne venait 18 fois au laboratoire. 18 fois, dont 3 scans, dont 3 IRM, c'est un protocole énorme pour passer là-dedans, avec des tâches cognitives. Donc il y avait 4 semaines d'entraînement, 5 étapes d'évaluation, une grosse étude, je vous le dis. Donc heureusement, je n'étais pas tout seul pour la piloter. Enfin, pour la piloter, si, mais pour la mener, j'avais donc une équipe qui était très performante, et ça nous a permis de faire un travail, je l'espère, assez robuste. Donc voilà le détail, et voici tout de suite les premiers résultats. Donc les résultats sur l'entraînement. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais tout ça a été fait sur des tablettes. Voilà. C'est vrai que dans le titre, il y avait réalité virtuelle étendue. Je vais y venir par la suite. Là, vous avez ici les résultats inversés par rapport à la performance. Plus vous descendez, meilleurs les résultats sont. Et on voit que ça soit dans le groupe du haut, c'est ceux qui sont entraînants sur la mémoire de travail. Ceux du bas, c'est l'inhibition. Et je ne rentre pas dans le détail des différentes sous-conditions dans lesquelles ils se sont entraînés, mais tout le monde s'est amélioré. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc si
j'étais peu regardant, je pourrais me contenter de cette réponse et dire, regardez, ils se sont entraînés sur une tâche de mémoire de travail, ils ont amélioré leur performance, ils ont amélioré leur mémoire de travail. Là où les choses se gâtent, c'est lorsqu'on regarde les tâches de transfert. Alors vous avez NIR transfert, c'est une tâche censée évaluer la même fonction cognitive, donc la mise à jour et l'inhibition. Sauf que ce n'est pas exactement les mêmes tâches. Et même on les a choisies spécifiquement pour être très différentes sur leur mécanique. C'est-à-dire les caractéristiques de surface des tâches sont très différentes des précédentes. Ce n'est pas les mêmes règles du jeu, si vous préférez. C'est censé être le même processus cognitif, mais ce n'est pas les mêmes règles du jeu. Et bien là, si on regarde les résultats, je ne vais pas passer trop de temps à regarder dans les détails, mais vous voyez qu'il y a 3 traits, je n'ai même pas besoin de dire lequel est lequel. En fait, tout le monde s'est amélioré. D'où l'intérêt d'avoir un groupe contrôle. Si je n'avais pas de groupe contrôle, j'aurais pu dire, regardez, ils se sont améliorés sur une tâche de transfert. C'est-à-dire une autre tâche qui évalue le même processus cognitif, ils ont amélioré leur performance. Sauf que notre groupe contrôle, qui s'est entraîné à des questions de culture générale, s'est amélioré sur ces processus-là aussi. Ça commence, à ne pas sentir très bon sur, ces processus, ces interventions cognitives. Et alors, voilà, à côté, vous avez le phare transfert, qui est des tâches cognitives encore plus éloignées. Là, on avait même utilisé une tâche de mémoire de travail en réalité virtuelle, mais avec des choses très très différentes. Et là non plus, pas de différence entre les différentes conditions d'entraînement. Et il se trouve que, depuis quelque temps, qu'on augmente les standards pour les publications et au niveau de la rigueur méthodologique, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ces résultats. Vous voyez qu'il y a quelques autres études qui, quand même, arrivent à critiquer justement le fait que finalement, il y a les études qui précédemment montraient des résultats significatifs, elles avaient peut-être des biais. Et c'est important, ces questions-là. C'est pas juste pour pouvoir aller critiquer les interventions. Et bien sûr, si je parle des interventions, je pense que ça peut vous toucher vous aussi dans votre pratique, parce que vous-même, vous faites des interventions. Et donc, l'objectif de cette présentation, je l'annonce un petit peu tard, mais c'est vraiment de peut-être comprendre les ingrédients qui vont faire en sorte qu'une intervention va pouvoir être pertinente ou pas. Je ne pourrais pas être exhaustif, évidemment, et puis ça serait très prétentieux de ma part de prétendre l'être. Le gros enjeu qu'on a tous, c'est, quand on fait une intervention, c'est de pouvoir faire en sorte que les bénéfices qu'on a dans l'intervention ils soient généralisables. D'où les tests que je vous montrais, les tests de transfert sur d'autres tâches. Si on ne les a pas là, il y a peu de chances que ça vous aide à vous orienter dans la ville si vous allez à un rendez-vous que vous n'aviez pas prévu, que vous ne connaissez pas bien l'itinéraire. Donc, en termes de généralisation des bénéfices, ça va être problématique. Et donc, on va avoir du mal à venir conseiller, à mettre de l'argent dans une prescription pour dire il faut que vous fassiez des entraînements sur tablette pour améliorer votre vie au quotidien. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, peut-être qu'on change notre paradigme. Je vous disais que justement, on avait cette approche j'améliore mes capacités à une tâche de mémoire de travail, donc j'ai amélioré la mémoire de travail. C'est peut-être pas si simple. Peut-être que notre représentation mentale du cerveau comme un muscle, c'est peut-être pas la bonne. Et c'est là, en général, qu'il faut remonter loin en arrière, et on découvre qu'il y a des gens qui avaient eu des très bonnes idées au préalable, comme Thorndike, par exemple, en 1923, qui avait déjà théorisé sur le transfert, vous apprenez quelque chose, eh bien, pour lui, il fallait un alignement entre le contexte de votre condition d'apprentissage et là où vous voulez voir le bénéfice sur une autre tâche. Donc, en gros, il fallait simplement qu'il y ait du recoupement, un chevauchement, des unités de quelque chose qui vont se transférer. Et donc, si on change de paradigme, on n'est pas... Je ne suis pas le premier à avoir réfléchi à ça. On a Tacten qui a réfléchi, qui a fait une proposition de nouveaux modèles en proposant que si on voulait que des interventions cognitives soient pertinentes, il fallait l'envisager comme étant des interventions qui allaient proposer des sous-unités de compétences. Si on réfléchit, c'est très cohérent par rapport à la psychologie développementale, tout ce qu'on a appris avec Piaget, avec les schèmes, des unités comme ça de compétences qui sont parfois invisibles à nous-mêmes. Ce n'est pas simplement apprendre l'étape de multiplication, mais je repense à la présentation tout à l'heure
j'ai oublié le nom, pardon. Mais c'est tout ce qu'on va avoir dans ce type d'entraînement, en fait, qui est du jeu, les bénéfices sont multiples. C'est-à-dire que vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre à compter. Ça, on s'en sert tous les jours. Vous allez apprendre des choses de culture générale sur les villes, j'en sais rien, si on est dans le jeu de train, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Il y a énormément de bénéfices multiples, de relations sociales, etc. Des choses, des petites unités de compétences que vous allez acquérir avec un jeu en société. Par contre, évidemment, il ne faut pas avoir des attentes qui soient folles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, folle, dans le sens qui va être complètement décontextualisé. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui sache coder en Python après avoir joué à ce type de jeu de société. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas ça qu'on cherche à atteindre. Mais c'est très important d'avoir en tête, voilà comment est-ce que je conçois mon intervention, parce que j'envisage déjà les compétences que je voudrais voir transférées par la suite dans les activités qui vous importent, c'est-à-dire que celles que vous visez. Moi, celle qui m'intéresse, et même je dirais qui m'intéresserait, parce que vous allez voir, on fait les choses pas à pas, on n'y est pas encore sur directement les activités complexes de la vie quotidienne. Mais le temps de la recherche est long, et donc voilà, il faut faire les choses correctement, sinon trop rapidement on en arrive à proposer des interventions qui ne sont pas pertinentes. Et c'est négatif parce que ça peut créer après un découragement aussi des populations cibles. C'est là qu'entre en jeu la réalité virtuelle. Alors c'est pas là d'un seul coup, je ne suis pas en train de vous présenter le nouveau médicament qui va tout guérir. Là c'est vraiment très égocentré. C'est par rapport à la recherche, on a envie de continuer à faire ces démonstrations, de pouvoir avancer dans l'idée que les interventions qui sont trop décontextualisées ne vont pas apporter de bénéfices, contrairement à des interventions qui seraient contextualisées. Et la réalité virtuelle a cet avantage de pouvoir nous offrir des environnements 3D riches et des interactions, des choses dans lesquelles qui paraissent plus naturelles, où les gens vont avoir l'impression de vraiment se déplacer, ils vont utiliser leur corps. En plus de ça, c'est très intéressant pour les chercheurs parce qu'on peut tout enregistrer. C'est-à-dire que c'est mieux qu'une caméra, c'est que vous avez la position dans l'espace de l'utilisateur et vous avez à chaque instant vous enregistrez quelles actions ont été réalisées, etc. Je ne vais pas m'étendre davantage sur... je vais pas prendre en détail, je veux dire, toutes les définitions associées aux technologies XR. Retenez juste que, globalement, il y a 3 noms. On parle de réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. C'est pour ça qu'on parle de réalité étendue. La réalité virtuelle, vous avez déjà une bonne idée de ce que ça peut être. Et on est totalement immergé dans un environnement. La réalité augmentée, c'est quand on va surafficher des choses sur l'environnement. Un exemple récent en date, c'est les Meta Ray-Ban Vision, là, qui affichent des éléments par-dessus le réel environnement, mais elles n'interagissent pas, elles ne donnent pas l'illusion de vraiment être présent dans l'environnement. C'est-à-dire que les informations sont juste suraffichées. Ce qui est le cas, en revanche, de la réalité mixte. La réalité mixte, c'est vraiment le mariage, la combinaison entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que vous avez l'impression que cet objet est vraiment présent dans l'environnement, vous pouvez le contourner, vous pouvez interagir avec, etc. Alors, d'un point de vue technologique, de quoi est-ce qu'on parle comme outil ? Là, quelques exemples. Et c'est très compliqué d'aller associer quel matériel avec quel type de réalité. Réalité virtuelle, augmentée, étendue, mixte. On peut proposer ce classement-là, réalité augmentée, parce que vos téléphones font de la réalité augmentée. Mais on pourrait aussi proposer ce classement-là, sachant qu'au milieu, vous avez le Vision Pro d'Apple, qui fait, donc ça a été quand même son argument de vente, cet ordinateur spatialisé, donc qui est dédié, je dis était, il n'est pas encore décédé, mais les ventes n'ont pas été tout à fait aux attentes espérées. On est vraiment sur du mixte. Et puis, vous avez tout au bout, là, des casques qui ne font pas vraiment de réalité mixte, c'est-à-dire que vous êtes forcément dans de la réalité virtuelle. Mais le message que je veux faire passer ici, voilà une autre organisation qui est valable, c'est parce que quand ils font du mixte, ils font aussi du virtuel, c'est qu'il ne faut pas chercher à classer
à donner une étiquette aux différents dispositifs que vous allez utiliser. Par contre, vous devez quand même être très vigilant sur les capacités qu'ils ont. Parce que si vous souhaitez faire une intervention ou proposer une expérience en réalité virtuelle, mais que votre casque, c'est un HoloLens 2 ou un Magic Leap, et que ce sont des vitres, donc ça veut dire que ça ne sera que du suraffichage, voilà, vous allez forcément manquer et passer à côté. Et vu le prix que coûtent certains de ces dispositifs, ça serait dommage. Donc, je m'attarde juste une seconde sur ça. Réalité étendue, certains chercheurs proposent deux continuums, un continuum de la réalité augmentée et un continuum de la réalité virtuelle. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y aura un élément du réel qui est visible ou pas? S'il est visible, je suis dans le continuum de la réalité augmentée. Tout à gauche, vous avez le basique de chez Basique, dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les lunettes MetaVision, là. Et à l'inverse, au maximum de la réalité augmentée dans ce continuum, c'est la réalité mixte. Celle-ci, vous ne faites même plus la différence entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Si ça se trouve, je suis juste un hologramme. Vous avez un doute. En réalité virtuelle, là, le continuum, ça va être sur la qualité d'expérience qui va être proposée. Vous avez tout à gauche le basique. Le basique, c'est-à-dire vous êtes totalement immergé, mais ce que vous voyez, c'est juste une image ou éventuellement une vidéo 360. On a souvent fait ces expériences-là au musée, mais il n'y a pas cette possibilité d'aller se mouvoir dans cet univers. Si vous déplacez la caméra qui a filmé en même temps. Et à l'inverse, le Holistic Virtual Reality, là c'est l'extrême opposé. Donc dans la réalité virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le maximum des interactions possibles. Dans les deux cas, globalement, le maximum à droite, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est aussi ce qui demande le plus de travail. Et en termes de coût et de temps de développement, c'est inimaginable la différence. Complètement à gauche, par exemple en réalité virtuelle, prenez votre téléphone, vous faites le tour de vous-même et vous avez une photosphère et vous pouvez la mettre dans le casque direct. Et ça va vous prendre, je vous dis, juste un quart d'heure, une demi-heure, si vous savez déjà manipuler les dispositifs. En revanche, créer tout un univers intelligent, là c'est beaucoup plus long. Donc toujours dans cette... Là, j'ai fait ce préambule pour vous expliquer l'étude qui suit. Parce que l'étude qui suit est une réponse à la première. C'est ok, on a voulu dire que les autres faisaient mal leur travail. Ça en général c'est facile. Maintenant, essayons de faire une proposition pour comprendre... Alors, pas forcément faire l'intervention qu'il faudrait que tout le monde devrait faire, parce que ça, on l'a dit juste avant, il faut comprendre notre objectif et proposer un entraînement qui va entraîner des compétences qui nous intéressent. Et donc forcément, on ne peut pas tout couvrir. Non, là on reste encore sur une approche fondamentale. Donc vous n'allez pas repartir de là avec la recette magique ou l'intervention clé que vous allez pouvoir reprendre vous directement, mais je l'espère, une meilleure compréhension de ce que ça permettrait de faire si on arrive à aligner la bonne compétence avec dans la bonne situation de transfert. Comme il s'agissait quand même d'un environnement où on veut transférer des compétences dans le monde réel, et qu'il s'agisse de compétences de l'ordre d'activités complexes de la vie quotidienne, on a utilisé un appartement destiné à la recherche qu'on avait à l'hôpital gériatrique à l'Université de Montréal. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recréé en réalité virtuelle. Donc j'en ai fait un jumeau numérique. Et j'en ai fait un autre jumeau numérique, mais en version tablette. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu créer... Alors heureusement, oui, je vous ai dit que ça prenait énormément de temps de faire tout ça. Heureusement, il y a eu la pandémie, ce qui m'a laissé beaucoup de temps pour développer. Et une fois que c'était fait, une fois que les restrictions étaient levées, c'est bien, c'était prêt, donc on a pu le tester. Donc, une version en réalité virtuelle, immersive, donc avec un casque, et une autre sur tablette. L'idée, je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi consistaient ces interventions, mais juste l'idée de départ, c'était de proposer strictement la même intervention, avec le même nombre d'interactions, que toute chose soit identique.
si ce n'est le fait que dans un cas, vous êtes en immersion, avec un corps à gérer. Dans l'autre cas, vous n'avez que juste des doigts à utiliser sur une tablette. Donc tout de suite, je vais vous expliquer de quoi il s'agissait comme type d'intervention et comme type de tâche qu'on a évalué. Donc cette étude, c'est, je vous dis, la suite de la précédente parce que en fait, on m'avait laissé carte blanche, là, donc, dans le laboratoire de la professeure Sylvie Belleville, parce qu'il restait des sous à la première étude, pas assez pour scanner le cerveau des gens, parce que ça coûte très très cher. Pour un ordre d'idée, vous avez vu la complexité de mise en place de la précédente étude, avec le nombre de rendez-vous, mais juste déjà accéder au scan, etc., il faut rémunérer les gens, parce que c'est quand même un investissement. C'était de l'ordre de 300 000 $. Juste pour arriver avec juste une réponse à la fin, bon bah ça marche pas. Voilà, ça coûte cher la recherche. Alors après, je vous rassure, on n'a pas sorti que ce papier-là. Avec les scans, on a pu voir plein de choses très intéressantes sur comment est-ce que le cerveau anticipait les réponses à produire, mais toujours dans les tâches qui étaient entraînées, pas forcément dans les tâches de transfert. Donc là, on a recruté beaucoup moins de monde, 47 participants, et là, on les a randomisés. Alors on ne peut pas prétendre que c'est un essai contrôlé randomisé, mais en réalité, c'était exactement les mêmes critères. Voilà. Donc tout le monde était aveugle sur la condition d'entraînement, et les personnes qui évaluaient étaient également aveugles. Et donc on a réparti les participants dans la condition réalité virtuelle, la condition entraînement sur tablette, strictement identique avec l'autre, et un troisième groupe, contrôle actif évidemment. Et ce groupe contrôle s'est entraîné à faire des mathématiques, à faire du calcul mental. Donc quelque chose qui est supposé, là pour le coup on prenait vraiment des risques, parce qu'on s'est dit, bah là, si la théorie précédente est vraie, là on entraîne la mémoire de travail, on entraîne quelque chose qui est lié avec du raisonnement, parce qu'il y avait des équations dedans, enfin c'était très poussé. Et voilà, d'ici on était resté sur les hypothèses précédentes, quelque part on prenait un risque. Alors voici enfin, j'ai ménagé le suspense, mais en quoi consistait l'entraînement et donc la tâche qui nous intéressait. On avait créé un petit scénario dans lequel on expliquait aux gens qu'ils étaient chez eux et qu'ils avaient invité, ils avaient du monde chez eux, 15 personnes. Et c'était le moment de préparer les cafés. Mais en même temps, ils ont leur partenaire conjoint là, qui est en train de faire les courses et qui les appelle pour leur dire, et qui leur demande de faire l'inventaire des choses à racheter dans la cuisine, de voir s'il ne manque pas quelque chose dans la cuisine qu'il faudrait racheter. Est-ce que l'huile est presque vide? Est-ce qu'il reste encore du café? Est-ce que la boîte de sardines est périmée? Bref, juste passer en revue tout ce qu'on a dans la cuisine et en même temps préparer les cafés. Et tout ça par différentes séries de 90 secondes. Donc les cafés et l'inventaire des choses à racheter. Alors la mécanique était assez simple, quand il prenait un item, il regardait dessous s'il y avait une pastille rouge ou une pastille verte. Si elle était verte, ça veut dire que c'était bon, et il n'y a pas besoin de racheter. Si c'était rouge, ça veut dire que c'était périmé ou qu'il n'y en avait quasiment plus et qu'il fallait le mémoriser pour l'écrire sur la liste de courses. En tout cas, le rappeler après au téléphone, parce qu'ils n'avaient pas de téléphone portable dans la main. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez qu'il y a dans l'entraînement des conditions de priorité attentionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire deux choses en même temps, il s'agit d'être capable de prioriser son attention sur une tâche ou sur une autre. Il y avait évidemment des conditions où on leur demandait de faire à 100% que des cafés, ou à 100% juste l'inventaire. Et dans toute la séance d'entraînement, ils faisaient ça, plus des situations où on leur demandait, bah là, vous mettez 80% de votre attention sur l'inventaire et 20% sur les cafés. Et inversement. Et puis une condition dans laquelle on demandait de faire du 50-50. Donc cette capacité à reprendre un peu le contrôle, de ne pas juste se laisser porter. C'est-à-dire quand ils font les choses, ils le font avec de la stratégie. Donc là, vous avez, alors il n'y a pas de son sur cette vidéo. Là, vous avez donc une... Ah, ça rame un peu. C'est dommage. Bon, tant pis.
c'est censé être fluide, on voit donc comment le rendu à l'intérieur du casque. Et là, vous avez donc en vrai ce que ça donne, nous, quand on les observait dans la pièce, mais eux étaient complètement immergés dans cet environnement, donc ils se croyaient plus du tout avec nous. Et ils ont fait ça pendant 2 semaines, à raison de 3 séances par semaine. Voici le même entraînement. Alors là, on ne voit pas les gens l'utiliser. Alors là, c'est pareil, ça manque de fluidité, mais normalement, on voit bien les animations. Et donc, là, pour le coup, ça se passe avec les doigts. Là, c'est pas une pastille, c'est le contour entier qui apparaît rouge ou vert lorsqu'il faut racheter ou pas l'item. Alors, je prends beaucoup de temps à vous expliquer un peu cette étude, mais c'est que vous allez voir, pour comprendre la conclusion et les résultats de cette étude, c'est important d'avoir bien en tête son déroulé. Voilà, ce que j'avais pas mis dans la vidéo, c'est en haut à droite, vous avez en fait un panneau de liste de courses à cocher. En fait. Donc à la fin des 90 secondes, les participants avaient 90 secondes pour renseigner tous les items qu'ils devaient racheter. Et donc il y avait une liste de 100 items, donc 3 pages comme ça, même ça va plus à gauche normalement. Donc ils avaient les 3 pages, et donc ils étaient classés dans l'ordre alphabétique, et ils devaient aller de mémoire cocher les items qu'il fallait racheter, et passer sa commande. Voilà. Et vous avez même un système de progression, voilà, pour que les gens voient leur amélioration au fur et à mesure des séances. Il y avait même de la métacognition, on leur demandait juste avant de voir les résultats, qu'est-ce qu'ils s'imaginaient avoir fait comme performance. Ensuite arrive, peut-être le plus intéressant, c'est la tâche de transfert. La tâche de transfert, c'était la même chose. En fait, j'ai rien de plus à vous montrer, c'était directement la même tâche, les mêmes règles du jeu. On avait mis des pastilles de couleurs sur tous les articles. C'était extrêmement compliqué à faire passer cette tâche-là. Donc on a mis un système pré-rodé en place, là, avec des sacs entiers de courses. Il fallait que les gens aillent dans une autre pièce pendant qu'on redistribuait les items, parce qu'en réalité virtuelle ou sur tablette, c'est très facile de randomiser le matériel. Mais en vrai, c'est très compliqué. Surtout quand vous avez, à chaque essai, vous avez 42 items dans la cuisine. Donc c'était un travail colossal. Et je suis bien content que moi j'étais aux entraînements et pas à l'évaluation ici. Ici, la façon dont on a calculé le score, mais ça marche même avec les scores bruts, juste pour pas que vous soyez désarçonnés, mais c'était la proportion de progression. En fait, je vais vous présenter les résultats avec la progression entre le pré et le post. Donc, parce qu'on a évalué les gens avant l'intervention, on les a évalués dans la vraie cuisine avant qu'ils s'entraînent, et après les 2 semaines d'entraînement. Donc forcément, il y a un effet qu'on appelle pré-post, un effet juste d'avoir pratiqué déjà la première fois, il y a une augmentation. Mais c'est à ça que sert le groupe contrôle, c'est à se détacher de cette progression déjà naturelle qui est imputable au fait d'avoir juste pratiqué 2 fois la tâche. Là, les conditions les plus difficiles, on le sait d'expérience dans la littérature, c'est les conditions 80%, lorsqu'on vous demande de prioriser 80% une tâche par rapport à une autre. Ah oui, j'avais oublié, j'ai un exemple ici de... Voilà, la tâche de transfert, là on voit une personne donc, qui était en train de faire la tâche dans la vraie cuisine. Et comme on veut voir encore plus loin, on a ajouté d'autres tâches de transfert, qu'on a appelées tâches de transfert cette fois distales, en tout cas dans un contexte distal, c'est les mêmes processus, parce que c'est des mécaniques de jeu très similaires, sauf que elles avaient lieu cette fois-ci dans la chambre de l'appartement, et ça consistait plus à manipuler des cafés ou faire l'inventaire, mais cette fois-ci c'était classer des items, donc soit des items de salle de bain, soit des outils, soit des affaires de bureau, qui étaient disposés en vrac sur une table, et il fallait les ranger dans le bon tiroir. Donc il y avait 3 tiroirs, et donc il fallait juste les classer correctement. Et une autre tâche qui était juste en parallèle d'écouter une histoire. D'abord, vous faites ça, vous devez écouter une histoire, et puis à la fin, rappeler le plus précisément possible et dans l'ordre tous les événements que vous avez entendus. Là, je passe rapidement sur les caractéristiques des participants.
Ce qui est important de voir ici, donc dans la dernière colonne, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les différents groupes, donc ils étaient considérés comme étant équivalents, donc comparables, en termes d'âge, en termes de niveau d'éducation, etc. Et voici les résultats sur l'entraînement. C'est-à-dire que c'est les données pendant qu'ils s'entraînaient, soit sur la tablette, soit en réalité virtuelle. Donc en jaune, c'est tablette, et en réalité virtuelle, c'est en bleu. Donc là, c'est pas inversé. Plus c'est haut, mieux c'est. Et là, vous voyez que ceux qui se sont entraînés sur tablette avaient des meilleures performances que ceux qui se sont entraînés en réalité virtuelle. Sauf peut-être à la toute dernière séance, peut-être qu'il y a eu un petit pic, là, je sais pas, chez ceux qui se sont entraînés en réalité virtuelle. Et ça, à vrai dire, on l'avait anticipé. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça peut être dû? Alors c'est un bon point. On a demandé, on avait à la toute fin de l'étude un questionnaire qui demandait si les gens avaient chez eux une tablette ou un smartphone qui faisait qu'ils étaient déjà familiers avec le tactile, versus est-ce qu'ils avaient un casque de réalité virtuelle. Et vous imaginez bien la réponse, 100% des gens étaient familiers avec le tactile, 0% avec la réalité. Enfin, ils avaient déjà fait de la réalité virtuelle dans un musée, mais jamais personne ne disposait d'un casque qui faisait qu'ils avaient des habiletés développées avec le casque de réalité virtuelle. Donc effectivement, il y a ce point-là qui est très important. Et il y en a un autre qui est un peu spéculatif, mais qui est de dire qu'en réalité virtuelle, en plus de cette prise en main, donc ce que vous mentionnez, c'est la différence entre 1 et 2, on voit une pente de progression très forte, qui consiste à vraiment à prendre en main plus forte que dans le groupe tablette. Il y a la complexité de la tâche, mais du dispositif. Et on voit que la pente pour la tablette, c'est que la tâche, j'ai envie de dire, alors que en bleu, pour la réalité virtuelle, il y a la tâche plus le dispositif. Celle qui est spéculative, c'est de dire qu'il y avait aussi, pendant qu'on fait la tâche, en réalité virtuelle, la cuisine virtuelle est aux mêmes dimensions que la vraie vie. Donc il faut se déplacer pour aller faire un café et faire l'inventaire. Il faut utiliser son corps. Alors que sur tablette, on va plus vite. Donc la tablette va vraiment, d'un point de vue moteur, elle va beaucoup plus cibler uniquement le traitement cognitif qui nous intéresse dans cette tâche, dans cet entraînement, alors qu'avec la réalité virtuelle, on s'encombre du corps. Pardon. Le corps. Et voici, en revanche, donc vous voyez, il y avait à l'entraînement un avantage pour la tablette. Et quand on regarde le transfert, quand on reteste à nouveau les gens 2 semaines plus tard dans la vraie cuisine, alors qu'on est en double aveugle, que les participants ne savaient pas qu'il y avait d'autres conditions pareilles, qui s'est le plus amélioré? Ceux en bleu, donc le groupe réalité virtuelle. Et alors là, c'est sur le score global. C'est-à-dire que là, j'ai pris toutes les conditions, que ce soit 80, 20, 50, 50, 100%. Quand on additionne tous les scores, ceux qui se sont le plus améliorés, ce sont ceux qui sont entraînés en réalité virtuelle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on va regarder plus dans le détail. Si on regarde sur la priorité sur le café, 80%. Je vous ai dit, les conditions les plus difficiles, c'est quand on devait partager son attention en disant « Ok, là, je vais mettre 80% de l'effort, là, mais je dois quand même m'assurer de faire un petit 20% pour l'autre tâche. » Pour la tâche de café, on n'a pas de différence significative. C'est-à-dire, quelle que soit la condition, même ceux qui se sont entraînés à faire des maths, quand ils arrivent là, ils sont testés, ils font pratiquement aussi bien que ceux en réalité virtuelle. Donc, du moins, on n'arrive pas à montrer de différence significative. Et quand on regarde le négatif de cet investissement sur les cafés, où on fait 80% de son effort, et quand on va mettre 20% d'effort à faire l'inventaire, là non plus, ça ne sort pas, c'est significatif, même si c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une dispersion des résultats qui est plus importante au niveau de la réalité virtuelle de la tablette. Mais sur le contrôle actif, ceux qui ont fait des maths, on ne peut pas dire, objectivement, scientifiquement parlant, on n'apporte pas la preuve qu'ils sont moins bons sur cette tâche d'inventaire quand il faut mettre peu d'efforts dessus. Par contre, quand on doit mettre beaucoup d'efforts sur la tâche d'inventaire, je vous rappelle, la tâche d'inventaire, ça consistait à se rappeler des choses qu'il fallait racheter dans la cuisine. Et ce que je n'ai pas évoqué, c'est qu'il y avait des difficultés qui étaient adaptatives, mais le minimum déjà en difficulté, c'était de se rappeler de 10 items. À chaque fois que vous faites le tour de la cuisine, en même temps que vous préparez les cafés, vous regardez, vous prenez ici un objet, et là vous devez en mémoriser 10. C'est très difficile, parce qu'en plus vous faites autre chose.
Et bien là, qui a un avantage très net? C'est ceux qui sont entraînés en réalité virtuelle. Alors que ceux qui sont entraînés sur tablette, étonnamment, n'ont pas montré de bénéfice par rapport au groupe contrôle. C'est très inquiétant d'ailleurs pour les tablettes. Parce qu'à la base, ils ont fait ça quand même pendant 2 semaines. Et là, ils se retrouvent en vrai, et ils n'y arrivent pas mieux que ceux qui ont fait des maths. Et si on regarde le négatif, c'est-à-dire, je vous dis que pendant qu'on faisait 80% d'efforts sur cette tâche d'inventaire, c'est une tâche de mémoire en plus, l'inventaire. Et bien, on devait la tâche de café. Et là c'est révélateur. On voit quand même que sur les cafés, on voit même des scores légèrement négatifs pour la réalité virtuelle et pour la tablette. Alors que pour le groupe contrôle actif, eux, ils restent très hauts. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ajusté leur stratégie. Et là, on voit quand même un bénéfice pour la réalité virtuelle, mais aussi pour la tablette. Ils ont été capables de réfréner leur envie de faire des cafés. Pourquoi? Parce que les cafés, c'était quand même plus facile. Nos tâches sont de difficulté asymétrique. Faire des cafés, c'est procédural. Une fois qu'on a compris le truc, ça va vite. Et le problème, quand on n'a pas appris la bonne stratégie, c'est qu'on va se laisser porter. Et on va faire des cafés et on va se laisser embarquer dans cette activité qui est trop facile. On est à combien dans le temps? Il me reste 10 minutes? Ok, voilà, il faut vraiment que j'accélère. Donc, au moins, au moins on a ce bénéfice-là sur le fait d'avoir réfréné cette envie de faire quelque chose d'automatique. Mais le résultat majeur, c'est quand même sur cette priorité de faire l'inventaire. En revanche, et là, la réalité virtuelle n'a rien pu faire, quand on parle de transfert distal, sur les autres tâches qui avaient lieu dans la chambre à coucher, cette fois, on n'avait pas de transfert sur ces autres tâches. Quelle que soit la condition, il n'y en a aucune qui se démarquait. Donc j'accélère un petit peu et je vais directement à la conclusion, qui est la plus importante. C'est que l'entraînement en réalité virtuelle a favorisé un meilleur transfert. Alors, dans le réel, quand il s'agissait de la tâche proximale. C'est-à-dire que la tâche était la même. Mais n'empêche que c'est intéressant. Et ça, c'est très encourageant pour toutes les formations qu'on peut proposer en réalité virtuelle. C'est que là, ça veut dire que ça marche. Et que vous n'avez pas à vous-même avoir quelqu'un qui est un esclave à changer tous les items. Là. Parce que l'avantage du numérique, c'est qu'on peut randomiser, on peut multiplier sans se fatiguer, enfin, sans qu'il y ait un entraîneur qui se fatigue, les conditions d'entraînement, décidément. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans cette étude, c'est que non seulement on a une amélioration sur la performance globale, mais c'est qu'on a une amélioration sur la performance sur la tâche de mémoire. Sur la tâche de mémoire, c'est pas sur la tâche procédurale, alors que justement, je vous ai dit que la différence de la réalité virtuelle par rapport à l'entraînement tablette, c'est que l'entraînement en réalité virtuelle, il vous encombre avec le corps, et vous devez gérer votre corps dedans. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les compétences en fait, qui ont été entraînées, elles ne sont pas juste de faire la tâche cognitive. Ça a été de faire la tâche cognitive dans les bonnes conditions. C'est-à-dire les conditions où vous devez vous gérer vous-même. Et donc ça veut dire que les compétences qui ont été développées sont absolument inutiles pour vous dans la vraie vie, parce que de faire des cafés en même temps que de faire l'inventaire, c'est pas forcément pertinent. Ça n'a pas pour vocation d'être une intervention qui soit utile dans la vie de tous les jours. Par contre, la démonstration que ça apporte, c'est que grâce à la réalité virtuelle, vous avez libéré des ressources. Des ressources qui font que vous êtes capable de prendre en charge la vraie situation. Parce qu'en réalité virtuelle, avec le réel, il y a quand même des différences. C'est-à-dire la résistance des objets, etc. Et donc, il y a quand même un gap. Et ceux qui étaient entraînés sur tablette, ce gap, il était énorme. Et eux, ils l'ont pris en pleine face. Alors qu'en réalité virtuelle, eh bien, le gap était moins important. Et alors, donc, l'automatisation déjà de gérer son corps et d'aller ouvrir les placards et de mettre en place cette stratégie de dire à quel moment je vais aller à la cafetière et je vais aller jusqu'au frigo, etc. Ça a permis d'avoir suffisamment de ressources pour s'adapter et prendre en charge ces petites différences qu'il y avait entre la réalité virtuelle et le monde réel. Alors que, je vous dis, en tablette, ces différences étaient trop importantes et ils n'ont pas réussi à faire face et leurs performances en ont pâti.
Voilà, donc c'était, je vous dis, un message assez important par rapport à cette étude-là. C'est pour ça que je me suis attardé là-dessus plutôt que de vous montrer des démonstrations, j'allais dire, d'outils, de dispositifs qui s'approchent peut-être de votre activité. C'est pour vous aiguiller peut-être sur qu'est-ce qui, que vous sachiez identifier par vous-même qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas quand on vous propose une intervention. Alors, la suite, pour nous, là, c'est le plus difficile, parce que maintenant qu'on a fait cette démonstration, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que l'objectif, c'est la prévention de la perte d'autonomie fonctionnelle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut créer des entraînements en réalité virtuelle sur chaque activité complexe de la vie quotidienne? Alors, peut-être, mais c'est beaucoup de boulot, et en tout cas, moi je ne peux pas m'y atteler, c'est peut-être pas la réponse nécessairement adaptée, mais voilà, ça reste encore, je vous dis, en débat. Par contre, ce qui paraît un peu évident et qui ressort justement de la conclusion de l'étude précédente, c'est qu'il faut être capable de libérer des ressources. Et donc il faut être capable d'automatiser certains traitements, certains processus qu'on utilise au quotidien. Et dans le vieillissement normal, le risque de chute, c'est un vrai problème. Et il est, j'ai magnifié, c'était pas le bon terme là, mais il est exacerbé lorsque justement vous êtes dans des situations de charge mentale importante ou d'ajustement à de la nouveauté. En fait, tant que vous êtes dans votre zone de confort, ça paraît tout aller bien. Mais il y a des gens des personnes âgées, qui sont isolées, qui se déconditionnent physiquement à force de ne pas faire d'activité. Ils ont peur de chuter, ils vont avoir tendance à restreindre justement leurs activités pour limiter les risques de chute. Sauf que c'est ultra contre-productif, parce qu'ils se déconditionnent physiquement. Et donc voilà, l'étude là, je vous dis là, c'est une réponse très précise à un problème spécifique qui est le risque de chute. J'aurais pu utiliser plein d'autres exemples. Je vais manquer de temps pour les couvrir. Alors, il reste 5 minutes. Oh, je suis large. Je passe quand même sur le problème majeur de santé publique avec toutes les informations qui justifient pourquoi on a obtenu les financements pour ce projet-là. Une des idées dans ce projet, c'était de répondre à ces problèmes-là, à ces obstacles qu'on a, qui sont les personnes qui, je vous dis, sont isolées, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de l'activité physique. Ça ne fait pas partie de leurs habitudes, et se mettre en legging avec d'autres gens, c'est pas forcément leur kiff. Mais il y a aussi le problème des transports, d'être trop éloigné des zones où on pourrait des structures où on pourrait leur proposer de l'activité physique. Et l'idée, avec le dispositif Préfir que je vais vous présenter dans un instant, c'était d'aller toucher ces personnes-là et surtout de créer cette petite étincelle, non pas pour qu'ils fassent de la réalité virtuelle ou augmentée tout le temps, mais que juste on leur donne la possibilité de se reconditionner très rapidement et ensuite d'embarquer dans de l'activité, cette fois-ci sociale et physique ailleurs. Mais le plus difficile, c'est de mettre le pied à l'étrier. Donc c'est là qu'est venue cette idée, donc je vous dis, de coach en réalité augmentée. Alors pour ça, on a créé un programme d'entraînement, vous voyez, avec des exercices d'échauffement, de renforcement musculaire, d'équilibre, d'étirement, de relevé du sol. En fait, les programmes d'entraînement pour réduire le risque de chute sont efficaces, sont prouvés, mais je vous dis, le gros problème, c'est la diffusion de ces entraînements-là. On a le niveau de preuve, mais on n'a pas la diffusion qui va avec. Et je pense que dans vos domaines, il y a sans doute des choses similaires. Et c'est là où il faut user de stratégies. Alors, on ne prétend pas que c'est nécessairement la solution, mais ça mérite d'être testé. Et c'est notre job. Nous, on n'est pas là pour vendre des casques de réalité virtuelle. Notre travail, c'est justement de tester ce que ces technologies peuvent apporter. Et parfois, la réponse, c'est non, dans ce cadre-là, avec cette population précise-là, ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait une étude d'acceptabilité. Alors je n'ai pas les résultats encore à vous montrer, même s'il va falloir vite qu'on les mette
qu'on les mette sur des rôles, parce que je dois les présenter la semaine prochaine à un congrès. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous présenter directement les résultats. Mais voilà, sachez qu'on en est aux prémices. Hein, je vous dis, c'est tellement de travail de créer des dispositifs en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Là, vous avez une vraie image, là, cette fois-ci. Là, c'est pas de l'image créée par IA. Ça, c'est le vrai dispositif sous format prototype tel qu'il existe actuellement. Là, dans la même veine, on a de déconditionnement, on a le syndrome de désadaptation psychomotrice, donc qui est un projet porté par Alexandre Kubicki et Caroline Play de l'Université Franche-Comté. Bonjour, je m'appelle Maëva, étudiante en année de prépa intégrée à 3IL ingénieur. Pour mon stage, je travaille avec l'Université de Franche-Comté et en lien avec l'hôpital Nord-Franche-Comté. L'idée ici, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour aider des patients âgés qui ont peur de tomber, notamment ceux atteints d'un syndrome appelé le SDPM, le syndrome de désadaptation psychomotrice. Alors, moi, je conçois des scènes virtuelles simples et progressives qui leur permettent de se réhabituer à certaines situations du quotidien, comme par exemple s'approcher d'un balcon ou d'un vide, mais de façon contrôlée et sécurisée. C'est un projet à la fois technologique et humain qui vise à expérimenter une nouvelle forme de rééducation, tout en respectant le rythme de chaque patient. Là, on est vraiment sur leur reconditionnement, mais vraiment basique, parce que là, c'est, je dis, ce syndrome-là, c'est la peur du vide antérieur. Vous avez peur de chuter de votre propre hauteur. Donc là, on est au-delà, du risque de chute chez les personnes qui ne savent pas qu'elles sont déjà à risque de chute. Et enfin, je vais terminer avec cette étude-là, qui est donc l'étude de Therapas, qui a été développée donc à 3IL, et donc qui est portée par le professeur Anaïs Rochon du laboratoire à Vallée, et avec qui je co-encadre donc la thèse de Maxime Baloufo, qui porte sur ce programme destiné aux enfants paralysés cérébraux. Alors, vous voyez là, on se fait de l'autopromotion, on a obtenu le prix d'innovation en e-santé dans le secteur médico-social l'année dernière, avec ce projet-là, donc qui reste pourtant qu'à l'état de prototype pour l'instant. Et donc qui est fait en partenariat avec le docteur Julia Nometorni du CH Esquirol et Romain Marie de 3IL aussi, qui a grandement contribué au développement. Et donc dans ce projet-là, il s'agit de, là encore, cibler, comme je ne mets pas le son parce que je vais peut-être couper avant pour qu'il me manque un peu de temps, il s'agit de proposer à des enfants paralysés cérébraux des tâches d'entraînement cognitivo-moteur pour leur permettre d'automatiser le déplacement en situation de charge mentale élevée. Donc vous voyez, c'est vraiment offrir cette condition, cette compétence finale qui nous intéresse. Donc on sait qu'on ne va pas améliorer la mémoire de travail avec ces tâches-là, même si ça sollicite la mémoire de travail. Par contre, on souhaite améliorer la mémoire de travail, enfin pas la mémoire, on souhaite améliorer le cognitivo-moteur, c'est-à-dire la capacité à se déplacer tout en ayant une charge mentale élevée. En parallèle, il y a quand même une certaine vertu, parce que je vous dis, je disais tout à l'heure, il y a des compétences au-delà de ce qui est conscient chez les créateurs d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo. Il y a des bénéfices supplémentaires, comme là on fait travailler la rotation mentale, et donc ça développe cette capacité de mémoire visio-spatiale et donc d'orientation. Voilà, bon, je passe parce qu'il me manque un petit peu de temps. Pardon. Et voilà, donc la réalité virtuelle, je vais finir avec ces slides-là, parce que je ne pouvais pas couvrir et présenter tous les travaux, et je tenais vraiment à vous délivrer ce premier message avec l'étude sur les cafés et l'inventaire, sur l'importance de pouvoir dégager des ressources, mais surtout de comprendre que lorsqu'on veut faire une intervention cognitive, il faut bien être conscient des limitations. Et qu'on ne peut pas
prendre, j'ai envie de dire, la mémoire de travail pour étant quelque chose qui s'entraînerait comme un muscle. Mais l'envisager davantage comme étant des compétences. Derrière ça, à Troisième, on réalise énormément de projets de recherche. Donc là, la réalité virtuelle, ça va un peu au-delà de ce discours que je tenais jusque-là. Mais on va pouvoir, peut-être que ça peut vous intéresser, vous, dans vos différents travaux, voir exactement où se porte l'attention très précisément avec de l'eye tracking. Donc créer des situations contrôlées, des situations, alors ça peut être tester l'addiction pour le tabac, etc. Mais ça peut être n'importe quelle situation expérimentale ou de traitement, d'intervention qui vous paraît très pertinente. Vous pouvez utiliser tout un tas de capteurs, et notamment, je dis l'eye tracking, c'est très très intéressant parce que c'est une vraie fenêtre sur la cognition. Quand on sait où les gens portent leur attention, on sait déjà quelles informations ils ont eu peut-être la chance d'encoder. Et puis on peut voir les stratégies qui sont mises en place. Je parlais tout à l'heure de développer des compétences transférables. Alors, on a eu le professeur Laurent Fourcade qui nous avait sollicité pour créer un entraînement aux examens cliniques objectifs et structurés, donc les fameuses ECOS pour les étudiants en médecine. Donc c'est une chose qui avait été faite. Ça avait été fait pour le CAVE, un grand dispositif d'affichage sur des différents panneaux où les gens rentrent dans une salle de réalité virtuelle. L'inconvénient, c'est qu'on peut y aller qu'un par un. Donc là, il faudrait maintenant qu'on le déporte sur des casques de réalité virtuelle. On a également le projet Parachute, qui est un projet d'identification, cette fois-ci, du risque de chute. Vous mettez le casque sur la tête de quelqu'un, et c'est pas pour entraîner les gens comme l'autre projet Préfire que je vous ai présenté préalablement. Là, il s'agit d'identifier, juste en faisant marcher les gens avec le casque, avec tous les capteurs, on est capable d'identifier le risque de chute, de prédire si la personne est à risque en lui faisant exécuter tel type de mouvements. Juste choses basiques comme se lever, marcher, revenir, marcher en ligne droite, faire de l'évitement d'obstacles, etc. C'est fini. Ok, bon alors je vais pas plus loin. Merci de votre attention.